1000 bus flambant neufs roulent désormais sur les routes poussiéreuses du Burkina Faso. Là où hier ne passait Samani que des promesses et ajournées et des taxis hors de prix. Un pays que l'on disait brisé finance, construit et livre sans dette ni tutelle, convertissant l'or et le coton en mobilité, en horaires obtenus, en salaires versés. Comment Ibrahim Traoré a-t-il transformé un simple réseau de transport en manifeste d'indépendance mesurable, visible à chaque arrêt, audible dans chaque moteur qui démarre? Sous le soleil du Sahel, ces véhicules n'emportent pas seulement des passagers, ils déplacent l'idée et déplacent l'idée même de ce qu'un État africain peut accomplir seul. Le projet des 1000 bus n'est pas seulement un exploit logistique, c'est une démonstration méthodique qu'un État africain peut produire du concret sans capitaux étrangers. Dans un monde où chaque réforme semble conditionnée par un prêt ou une signature extérieure, le Burkina Faso prouve qu'il existe un autre chemin, celui du financement direct, du travail local et de la propriété publique intégrale. L'enjeu dépasse le transport. Il s'agit de restaurer la confiance entre l'État et ses citoyens, de montrer que la discipline budgétaire peut devenir une forme de résistance. Chaque bus, chaque trajet ponctuel, chaque salaire versé devient un argument contre la fatalité de la dépendance. Ibrahim Traoré l'a dit clairement, la souveraineté se mesure désormais en kilomètres parcourus. Ce pari économique et symbolique porte une promesse précise. Si un pays isolé et en guerre parvient à faire rouler ses bus sans dette, alors d'autres nations du Sahel peuvent, elles aussi, redéfinir leurs frontières de possible. Quelques semaines seulement après l'annonce officielle, les images des premiers bus traversant Ouagadougou ont bouleversé la perception du pays. 1000 véhicules flambant neufs, alignés sous les drapeaux rouges et verts, ont formé une colonne qui semblait défier le poids de l'histoire. Le chiffre parle de lui-même. 1000 bus financés à 100% par les fonds publics burkinabés, sans crédit ni conditions extérieures. Pour un État que beaucoup disaient exsangue, c'est une inversion spectaculaire. Derrière cette vitrine de modernité, une stratégie d'une rigueur implacable. Les contrats ont été négociés directement avec la Chine, sans intermédiaires occidentaux, évitant les commissions opaques et pays qui ruinent tant de projets africains. Le financement repose sur deux ressources, l'or et le coton, dont les recettes étaient autrefois siphonnées vers d'autres capitales. Désormais, elles nourrissent les routes du pays. Ibrahim Traoré n'a pas cherché à en faire un triomphe personnel. À la télévision nationale, il a simplement déclaré que chaque moteur qui démarre est une preuve que la dépendance n'est pas une fatalité. Cette phrase, reprise des centaines de fois sur les radios locales, a agi comme une étincelle. Dans les marchés de Bobo-Dioulasso, les enseignants, les fonctionnaires, les chauffeurs ont senti qu'il se passait quelque chose de nouveau. L'État, pour la première fois depuis des décennies, se rendait utile de manière visible. Le transport, longtemps synonyme d'attente et de fatigue, devenait une expérience collective de dignité retrouvée. L'effet d'entraînement a été immédiat. Les vendeurs de rue, les stations-service, les réparateurs, tous ont vu leur activité croître. Une économie informelle paralysée retrouve soudain un rythme. Et dans les écoles, le simple fait d'arriver à l'heure prend la valeur d'un symbole national. Ce que les observateurs avaient pris pour un geste populiste s'est révélé être un modèle budgétaire inédit. Produire, payer et distribuer localement, sans dette et sans tutelle. Au centre de cette transformation, Ibrahim Traoré avance sans emphase. Là où d'autres auraient organisé un défilé triomphal, lui préfère les chiffres aux slogans, les livraisons aux discours. Dans ses apparitions télévisées, il parle peu, il corrige, il vérifie, il ordonne. Cette sobriété, dans un continent saturé de promesses non tenues, devient une forme de leadership, son obsession, rendre visible l'efficacité avant la célébration. Les premiers résultats lui donnent raison. Lui donne raison. 3 jours après la cérémonie, la capitale respire différemment. Les arrêts de bus, autrefois symboles de lassitude, deviennent des points de rencontre, les trajets s'écourtent, les retards diminuent et les salariés retrouvent une ponctualité oubliée. Pour la population,
c'est plus qu'un gain de confort. C'est la preuve qu'un État peut tenir parole. Une institutrice de Bobo Dioulasso raconte qu'elle quitte sa maison sans appréhension, certaine d'arriver à l'heure. Ces histoires simples circulent 5 mètres plus vite que les communiqués. En coulisses, un autre changement s'opère. L'administration redécouvre la planification, horaires, billetterie, maintenance. Les services se parlent, les provinces se coordonnent, les budgets s'équilibrent. La mécanique étatique, longtemps grippée, recommence à tourner. Ce regain de mouvement irrigue toute la société. Commerçants, artisans, élèves, infirmières. Chacun ressent le frémissement d'un pays qui, après tant d'années de dépendance, recommence à produire pour lui-même. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré se pose moins en chef charismatique qu'en contre-modèle, un dirigeant qui ne cherche pas la gloire mais la régularité. Et dans un Sahel éreinté par les crises, cette régularité devient une arme politique. Tout a commencé à l'aube d'un mardi que personne n'oubliera. Des camions alignés sur plusieurs kilomètres entraient dans Ouagadougou, escortés par la gendarmerie. Sur les façades, des drapeaux rouges et verts flottaient au vent. Le pays entier retenait son souffle. À 8 heures, la télévision nationale interrompt son programme. Les 1000 bus sont là. Les images montrent les premiers véhicules stationnés sur la grande place de la nation. Chants, danses, cris de joie. Certains pleurent, d'autres filment incrédules. Les moteurs s'allument et une colonne bleue, blanc et rouge, non pas celle d'un empire mais celle de la fierté nationale, avance lentement au son des klaxons. Quelques heures plus tard, les réseaux sociaux explosent. Les vidéos se répandent à travers l'Afrique de l'Ouest. À Dakar, à Bamako, à Lomé, les messages affluent. Qui est aussi le Burkina peu. Nous aussi. Le geste devient un signal continental. Pendant ce temps, au palais présidentiel, Ibrahim Traoré ne prononce que quelques phrases. Nous avons prouvé que le travail et la discipline valent pas mal plus que les promesses de l'étranger. Aucune scène triomphale, aucune fanfare, seulement des instructions, livrer, former, entretenir, élargir. Mais derrière la fête, l'inquiétude s'agite. Les chancelleries occidentales observent la scène avec crispation. La presse française évoque des contrats opaques, des bus chinois non conformes. Les Burkinabés répondent par les faits. Les bus roulent, les écoles se remplissent, les salaires arrivent à l'heure. 3 jours plus tard, la capitale respire différemment. Les arrêts de bus deviennent des lieux de vie. Des enfants jouent autour des véhicules comme autour d'un trésor. Le projet n'est plus une promesse. Il vit, il bouge, il transporte. Les chiffres viennent ensuite consolider le symbole. 1000 bus livrés, dont 500 supplémentaires attendus avant la fin de l'année. Coût moyen, 90 000 dollars par véhicule. Montant total, environ 90 millions de dollars. Une somme colossale mais sans dette, sans intérêt, sans signature à Paris ou à Washington. Et surtout, une somme réinjectée intégralement dans l'économie nationale. Plus de 6 000 emplois directs et indirects créés. Chauffeurs, mécaniciens, contrôleurs, agents de sécurité. À cela s'ajoutent les centaines de postes dans les ateliers de maintenance et les concessions régionales. En 2 ans, le secteur du transport public est passé de 1,2% à près de 4% du PIB. Mais au-delà des courbes, c'est la confiance qui renaît. Le paiement intégral des contrats en monnaie locale a redonné de la vigueur au franc burkinabé. Les commerçants signalent une hausse à passe moyenne de 15% des ventes dans les zones desservies. Les absences scolaires ont chuté de 22% dans les provinces bénéficiant de lignes régulières. Les faits sont têtus et Ibrahim Traoré le sait. Dans ses allocutions sobres, il répète que ces données ne sont pas des trophées, mais des outils de résistance. Pour lui, la stabilité ne se décrète pas. Elle se construit bus après bus, facture après facture, moteur après moteur. Les observateurs étrangers ont d'abord cru à un feu de paille. Pourtant, les chiffres racontent une autre histoire, méthodique et mesurable. Le programme national des transports publics burkinabés affiche en moins de 2 ans un taux d'exécution de 97%.
C'est un record absolu pour un pays classé parmi les 10 plus pauvres du monde selon la Banque mondiale. Cette performance n'est pas le fruit d'un miracle, mais d'une logique de reconversion budgétaire. Chaque dollar gagné sur les exportations d'or et de coton est réinvesti dans les infrastructures sites nationales. Le premier indicateur clé, c'est la baisse des coûts logistiques de l'administration, près de 40% depuis la mise en service de la flotte. Les missions régionales se multiplient. Les déplacements officiels se font en véhicule public plutôt qu'en contrat privé. Ces économies permettent de financer de nouveaux équipements scolaires et médicaux sans alourdir les dépenses globales. Ce glissement, apparemment technique, traduit une révolution silencieuse. L'État se déplace désormais à la vitesse de son propre peuple. Deuxième indicateur, la hausse de 4% du PIB attribué au secteur du transport. Avant 2023, ce segment n'était qu'une poussière statistique, à peine 1,2% de l'économie nationale. Aujourd'hui, il rivalise avec certains secteurs agricoles secondaires. Les revenus générés par la billetterie couvrent déjà près de 35% des coûts d'entretien, une proportion inédite pour un service public africain. Ce chiffre, souvent sous-estimé par les critiques, constitue une preuve tangible d'autonomie opérationnelle. Troisième indicateur, l'impact social immédiat. Dans les zones urbaines desservies, les ventes locales ont augmenté de 15%. Les retards scolaires ont chuté de 22% et les dépenses de transport des ménages ont reculé de près de 30%. Ces variations, confirmées par les services statistiques du ministère de l'économie, traduisent une amélioration du pouvoir d'achat et de la productivité quotidienne. Le progrès ici ne se mesure pas en slogans mais en minutes gagnées, en trajets fiabilisés, en sourires visibles dans les rues. Ibrahim Traoré, lucide, refuse d'en faire une épopée. Il parle de mécanique budgétaire disciplinée. Sa méthode, payer en monnaie locale, produire localement, entretenir sur place. Chaque élément du cycle doit renforcer l'autre, créant une économie circulaire qui s'auto-alimente. Ce n'est pas une utopie, c'est une équation appliquée. Et les partenaires étrangers commencent à la prendre au sérieux. Plus encore, le gouvernement a instauré un fonds de renouvellement alimenté par les taxes minières et la billetterie. Objectif, rendre la flotte entièrement autonome d'ici 18 mois. Si ce calendrier est tenu, le Burkina Faso deviendra le premier État du Sahel à disposer d'un système de transport public national sans dette, sans bailleur, sans conditions extérieures. La portée dépasse les chiffres. Ce modèle, que d'aucuns jugeaient impossible, devient une référence empirique pour d'autres nations africaines cherchant à s'affranchir de la dépendance structurelle. Dans cette équation, chaque moteur est un argument, chaque bus une ligne de code d'une nouvelle économie politique. Les critiques n'ont pas tardé. Pour certains observateurs occidentaux, l'autonomie proclamée du Burkina Faso ne serait qu'un mirage habilement orchestré. Ils évoquent une dépendance masquée envers la Chine, avançant que les contrats de fourniture, bien qu'officiellement transparents, cacheraient un échange inégal, bus contre ressources, coopération technique contre influence stratégique. Selon eux, l'indépendance budgétaire vantée par Ibrahim Traoré ne serait qu'une façade d'un nouvel alignement géopolitique. D'autres soulignent la faiblesse du tissu industriel national. Sans base technologique solide, affirme-t-il, la maintenance des bus ou la production locale de pièces détachées resterait dépendante de Pékin. En somme, le projet serait viable à court terme, mais fragile à long terme, un château bâti sur des promesses. Face à ces arguments, les partisans du projet posent des faits précis. Les accords ont été validés par le Parlement, publiés et vérifiés par la Cour des comptes. Aucune clause cachée, aucun prêt dissimulé. Mieux encore, chaque contrat prévoit un transfert progressif de technologie et la formation d'ingénieurs burkinabés dans le cadre d'un plan triennal. La future usine d'assemblage, déjà en phase d'installation, doit produire d'ici l'an prochain les premiers véhicules estampillés Made in Burkina. Les détracteurs craignent une mainmise étrangère. Les partisans, eux, y voient une alliance fonctionnelle. Nous ne remplaçons pas une domination par une autre, nous créons des partenariats utiles, a déclaré Ibrahim Traoré dans une interview télévisée,
coupant court aux insinuations de néocolonialisme inversé. Cette phrase, devenue virale, a résumé la ligne directrice de tout son mandat, l'équilibre entre souveraineté et pragmatisme. Le débat reste ouvert, Peter, mais pour la première fois depuis longtemps, il se fonde sur des résultats tangibles. Oh, c'est tangible, Pierre. Les bus roulent, les emplois existent, mais les salaires pas les sont payés, les idéologies s'affrontent, mais le peuple, lui, juge au bruit des moteurs. Ce fut un tournant décisif, le jour où le second accord fut révélé. Ce que l'on croyait n'être qu'un programme d'achat s'est révélé être un projet d'industrialisation totale. Derrière les livraisons de bus, Ibrahim Traoré avait déjà signé, dans le plus grand silence, un contrat de transfert d'usines d'assemblage vers le sol burkinabé. Pas dans 5 ans, pas à l'étude, opérationnel dès l'année suivante. Cette information, divulguée quelques semaines après la cérémonie d'inauguration, a provoqué un choc à Ouagadougou et au-delà. Le Burkina Faso ne voulait plus seulement consommer, mais produire, extraire, financer, fabriquer, distribuer, une boucle fermée, maîtrisée de bout en bout. Dans les cercles économiques africains, on parle depuis de modèles circulaires sahéliens. Pour la première fois, l'Afrique produit les routes sur lesquelles elle roule. Cette révélation a tout changé dans la perception du projet. D'un geste politique, il devenait un plan industriel, un prototype d'indépendance réelle. Et au cœur de cette mutation, le capitaine Ibrahim Traoré imposait une idée simple mais explosive. La souveraineté, c'est quand le moteur tourne chez soi. Les effets de cette politique se sont rapidement propagés à travers tout le pays, redéfinissant les équilibres économiques, sociaux et politiques du Burkina Faso. Dans l'administration, d'abord, la mise en service de la flotte a transformé les habitudes. Les fonctionnaires circulent plus vite, les missions régionales se multiplient, les services publics coopèrent. Et pour mieux, les coulotti, l'étude logistique, autrefois absorbés par des prestataires privés, ont chuté de près de 40%. Ce gain budgétaire a permis d'équiper de nouvelles écoles, d'acheter du matériel médical et d'améliorer la connectivité des zones rurales. La bureaucratie, souvent accusée d'immobilisme, s'est remise à bouger. Pour les entreprises, le choc a été tout aussi fort. Les circuits d'approvisionnement se sont fluidifiés, les délais de livraison ont diminué et les exportations agricoles ont gagné en régularité. Des PME locales participent désormais à la maintenance et à la formation des conducteurs. Le secteur privé, longtemps dépendant des fonds extérieurs, retrouve une autonomie de fonctionnement. La circulation régulière des bus a aussi stimulé la demande de carburant, de pièces et de services mécaniques, créant des grappes d'activité autour des dépôts régionaux. Du côté des citoyens, la transformation est palpable. Le trajet entre les faubourgs et le centre-ville, qui prenait 2 heures, se fait désormais en 45 minutes. Les marchés sont mieux approvisionnés, les familles dépensent moins en transport et les enfants arrivent à l'école à l'heure. Dans les quartiers périphériques, les bus peints aux couleurs nationales sont devenus des symboles d'appartenance. Une génération entière découvre que l'État peut être ponctuel. Sur le plan régional, les nouvelles lignes ouvertes entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali ont dessiné un corridor économique sahélien inédit. Les échanges de marchandises augmentent. Les administrations coordonnent leurs efforts et de premiers projets conjoints, notamment énergétiques, voient le jour. Le Sahel, longtemps décrit comme un no man's land économique, devient un espace intégré en construction. Pour les voisins, le message est clair. L'indépendance n'est pas un slogan, mais une chaîne d'actes répétés. Et pour Ibrahim Traoré, chaque bus roulant au-delà des frontières burkinabées porte un message simple. Ce que nous transportons, ce ne sont pas des passagers, mais des preuves. Cette phrase a trouvé un écho profond dans tout le continent. À Dakar, comme à Bamako, des étudiants, des syndicalistes et des ingénieurs citent désormais l'expérience burkinabé comme modèle d'émancipation fonctionnelle. Le pays, autrefois relégué au rang d'exemple négatif, devient un laboratoire continental.
Ce que d'aucuns considéraient considérer comme un projet de transport se révèle être un acte politique de souveraineté appliquée, une mécanique d'État qui roule au propre comme au figuré, et qui fait trembler les certitudes de ceux qui pensaient qu'aucune nation du Sahel ne pouvait se redresser seule. Dans le camp présidentiel, on parle peu de prophéties mais beaucoup de calendrier. Ibrahim Traoré le répète, la souveraineté se prouve dans la durée, pas dans l'instant. Pourtant, le futur du programme se décline déjà en 3 scénarios, l'un prudent, l'autre ambitieux et un dernier plus incertain. Dans le scénario de base, la montée en puissance continue. Les 1000 bus couvrent toutes les provinces. Les recettes de billetterie compensent une part croissante des coûts. Et l'usine d'assemblage sort de terre selon le calendrier initial. Les techniciens chinois assurant la transition, pendant que les équipes burkinabées prennent la relève. Dans ce scénario, la stabilité devient une habitude et la réforme du transport sert de modèle pour d'autres secteurs publics, énergie, santé, éducation. Dans un scénario optimiste, l'usine atteint sa pleine production dès le 9e mois. Les premiers bus Made in Burkina sont livrés au Niger et au Mali, prouvant que l'économie sahélienne peut s'intégrer sans tutelle extérieure. La confiance internationale remonte. Quelques investisseurs africains s'intéressent aux projets conjoints. Les salaires se stabilisent, les recettes fiscales augmentent et la jeunesse urbaine retrouve un sentiment d'utilité. Ce scénario est celui d'un effet domino régional. L'autonomie devient contagieuse. Dans le scénario le plus difficile, les pressions extérieures se durcissent. Campagne médiatique, sanctions déguisées, rupture d'approvisionnement. Les anciennes puissances coloniales cherchent à freiner l'élan. Des sabotages logistiques ralentissent les livraisons, la fatigue gagne les ateliers. Mais le socle reste solide. Les infrastructures appartiennent au pays, les techniciens sont formés, la population soutient massivement le projet. Même affaibli, le système ne s'effondre pas. Dans ces 3 trajectoires, une constante demeure. La bataille la plus décisive n'est pas celle des chiffres, mais celle du temps. Ibrahim Traoré parie sur la régularité, sur la preuve qui s'accumule jour après jour. Car au Sahel, la véritable victoire ne s'annonce pas par des discours, elle s'entretient par le mouvement. Au-delà des statistiques et des discours officiels, ce sont les visages qui racontent le mieux cette transformation. Dans les marchés de Koudougou, les vendeuses partent plus tôt et rentrent plus tard sans craindre la nuit. À Banfora, les enfants chantent dans les bus comme dans une fête ambulante. À Ouaïgouya, les infirmières arrivent enfin à l'heure, leurs uniformes encore impeccables. Chaque histoire individuelle devient une pièce du grand puzzle national, celle d'un pays qui réapprend la confiance. Aminata, l'institutrice de Bobo Dioulasso, en est l'un des symboles. Elle se souvient des années d'attente sous le soleil, des taxis hors de prix, des heures perdues. Aujourd'hui, elle monte dans un bus climatisé aux couleurs du drapeau, s'assied à côté d'autres enseignants et regarde le paysage défiler. Pour elle, ce n'est pas seulement un moyen de transport, c'est la preuve tangible que l'État n'a pas oublié ceux qui bâtissent le pays. Autour d'elle, la société civile s'organise. Des comités de quartier nettoient les arrêts, plantent des arbres, entretiennent les terminaux. Les citoyens s'approprient ce bien public avec une fierté nouvelle. Les chauffeurs, autrefois méprisés, deviennent des figures respectées. Leurs uniformes bleus sont perçus comme un signe de modernité. Dans les rues, on dit souvent que ces bus transportent plus que des passagers. Ils transportent la dignité. Et cette dignité, Ibrahim Traoré la répète, ne se décrète pas, elle se transporte. Peu à peu, le peuple burkinabé se découvre capable de bâtir, d'entretenir, de planifier. Dans ce mouvement ordinaire se cache une révolution silencieuse, celle où le quotidien devient l'acte politique le plus fort. La réussite du programme ne repose pas sur la chance, mais sur une méthode en 5 étapes, simple, mesurable et répétable. Ibrahim Traoré l'a voulu ainsi, un plan clair que tout fonctionnaire, tout citoyen puisse comprendre. D'abord, une première étape, consolider la maintenance. Des centres techniques sont créés dans chaque région, avec des équipes mixtes d'ingénieurs chinois et de techniciens burkinabés. Objectif, autonomie complète de l'entretien d'ici 18 mois. Ensuite, une deuxième étape, former.
Les écoles professionnelles introduisent de nouveaux modules de mécanique, d'électricité et de gestion du transport public. Les étudiants alternent entre cours théoriques et pratiques dans les ateliers publics. La main-d'œuvre devient locale, qualifiée, confiante. Puis, une troisième étape, sécuriser le financement. Le Trésor national établit un fonds de renouvellement alimenté par la billetterie et les taxes minières. Aucune dette, aucun prêt extérieur. L'économie publique se nourrit d'elle-même. Vient ensuite une quatrième étape, étendre le réseau. De nouvelles lignes interurbaines relient les capitales régionales, puis les pays voisins. La carte est publique, évolutive, transparente. Ce maillage dessine un nouvel espace économique africain. Enfin, une cinquième étape, numériser. Une application permettra aux citoyens de suivre les horaires, signaler les pannes, noter le service. L'État rend compte en temps réel à son peuple, une révolution de gouvernance. Chaque point du plan répond à une idée fixe, ne jamais dépendre de promesses extérieures pour assurer un service vital. Ce que nous bâtissons n'est pas un système de bus, mais un système de confiance, répète Ibrahim Traoré. Si cette confiance devient structure, alors la modernité cessera d'être un mot importé pour devenir une pratique quotidienne. Le soir tombe sur Bobo Dioulasso. Sous la lumière orangée des lampadaires, les bus scintillent comme des promesses tenues. Aminata les regarde passer, un léger sourire aux lèvres. Elle se souvient du temps où chaque déplacement ressemblait à une épreuve, où l'état semblait lointain, presque imaginaire. Aujourd'hui, elle voit des visages confiants, des uniformes propres, des routes pleines de vie. Le pays respire. Dans le silence du crépuscule, les moteurs ronronnent comme le piné et comme le pouls d'une nation qui reprend confiance en elle. Ses roues, ses vitres, ses sièges ne sont plus de simples objets. Ils portent la mémoire d'un peuple qui a refusé de s'effondrer. Pour Ibrahim Traoré, ce n'est pas une victoire personnelle, mais un rappel. Notre force ne réside pas dans l'attente, mais dans l'action. Cette phrase, inscrite sur les murs des gares Atsaye et peinte sur les carrosseries, est devenue un mantra collectif. Car dans chaque bus qui démarre, c'est une part du Burkina Faso qui se remet en marche. Dans chaque klaxon, un battement d'orgueil. Dans chaque trajet accompli, une preuve que la souveraineté peut avoir un son, celui d'un moteur qui tourne librement. Le Burkina Faso avance lentement, mais avec une assurance nouvelle. Les routes se remplissent, les moteurs ronronnent, et dans chaque bus, une idée circule. Celle que la souveraineté peut se pratiquer au quotidien. Ce mouvement, amorcé par Ibrahim Traoré, dépasse les frontières nationales. Il interroge l'Afrique tout entière. Que peut accomplir un continent lorsqu'il cesse d'attendre l'autorisation d'exister? Le monde observe, parfois avec scepticisme, souvent avec curiosité. Mais au-delà des débats, il reste une évidence. Ces 1000 bus ne transportent pas seulement des corps, ils déplacent une vision. Celle d'un futur construit avec les moyens du pays, par les mains du peuple. Dans cette histoire, chacun peut trouver un écho, l'envie de bâtir, d'agir, de reprendre le contrôle de son destin collectif. Car le progrès n'est pas toujours une révolution spectaculaire. Parfois, il commence simplement par un moteur qui démarre, une route qui s'ouvre et un peuple qui décide de rouler vers sa propre liberté.